Salut à tous, donc on se retrouve non pas en live comme j'avais prévu, encore une fois, je suis désolé et extrêmement déçu que ça n'ait pas pu se faire. J'enregistre la vidéo et je vais la mettre en disponible comme je l'ai dit sur YouTube et sur Instagram. Donc on se retrouve aujourd'hui en mode confinement pour parler d'un sujet d'actualité qui est du système immunitaire. Donc on va parler de la mémoire immunitaire, les vaccins, le VIH et enfin ce que c'est et la mise en place du répertoire immunitaire. Alors, j'ai aucun retour de son, donc j'espère que vous m'entendez bien et que ça résonne pas trop. En même temps, je peux pas faire autrement. Donc, ce que j'avais prévu déjà de voir avec vous, c'est une première chose, c'est pour qui s'adresse cette vidéo. Elle s'adresse tout d'abord pour les élèves qui sont actuellement, cette année, la dernière année du bac tel qu'on le connaît depuis déjà pas mal de temps, la promo 2019-2020 de Terminal S. D'accord? Donc c'est pour vous, cette immunologie, c'est vraiment moi ce que je fais en ce moment avec mes TS. Mais nouvelle réforme du baccalauréat et ce chapitre-là, il descend d'un niveau et il passe de la classe de terminale à la classe de première spécialité. Donc à partir de 2020, eh bien, les élèves de première spécialité, vous avez ces chapitres aussi, avec quelques toutes petites différences. On reviendra dessus à la toute fin de la vidéo. D'accord? Donc, en soi, tout le monde est bienvenu pour voir ces vidéos-là, cette vidéo. Autre chose, je l'ai déjà conseillé je crois que j'en parle à peu près à chaque fois que je parle d'immunologie ou que je fais les lives sur l'immuno, la super chaîne qui s'appelle Un peu pointu, qui est vachement bien. Il y a malheureusement plus de vidéos, ou en tout cas plus beaucoup de vidéos qui sont mises en ligne. Je pense que les trois créateurs ont vachement de choses à faire à côté. En tout cas, les vidéos qui sont en ligne sont vraiment vachement bien. Donc, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Un peu pointue. Alors, avant de parler de cette partie-là du système immunitaire, je voulais juste simplement qu'on fasse une petite introduction pour replacer vraiment très rapidement ce que c'est que le système immunitaire, la réaction adaptative. Et comme ça, après, on pourra démarrer sur des bases solides. Donc, je vous ai remis ici, le système immunitaire est constitué d'organes, de cellules et de molécules. Et c'est donc l'ensemble de ces trois éléments qui vont participer à la protection de notre organisme. C'est quelque chose que j'ai souvent répété à mes élèves. C'est un chapitre qui est difficile, l'immunologie, parce que déjà, le vocabulaire, c'est compliqué. Une cellule peut avoir je ne sais pas combien d'appellations en fonction du nom qu'elle porte, de la fonction qu'elle joue, de l'endroit dans l'organisme où elle se trouve. Donc déjà, première difficulté. Et l'autre, bah, je viens d'en parler. C'est-à-dire que dans ce système immunitaire, on va parler et d'organes, et de cellules, et de molécules. Donc, il y a des phénomènes qu'on va observer à trois échelles en même temps. Et les schémas, eux, bah, parfois sont obligés de prendre en compte, d'illustrer ces trois représentations, ces trois échelles de représentation. Bien sûr, les conventions de proportion ne sont pas respectées, mais il faut toujours garder en tête, hein, quand on dessine un lymphocyte et juste à côté des anticorps, non. On se comprend entre nous que c'est pour la schématisation et pour illustrer un propos, une idée, mais qu'en vrai, on n'est pas du tout à la même échelle de taille. Autre petit point sur lequel je voulais revenir avec vous, ben, c'est l'idée que chez les vertébrés, et seulement chez les vertébrés, nous avons deux immunités. On a l'immunité innée, qui est commune à tous les animaux, et on a l'immunité adaptative. Et les autres animaux qui ne sont pas du groupe des vertébrés ne présentent pas cette immunité-là. Donc tout ce qu'on voit ensemble, bien sûr, on le regarde sous l'angle humain très anthropocentré, mais malgré tout, il faut penser que c'est général aux vertébrés. Voilà, les acteurs de notre histoire, ça va être les lymphocytes. Ce sont donc les lymphocytes qui vont jouer le rôle primordial dans la réponse adaptative. On a les lymphocytes B, les lymphocytes T, qui sont séparés en deux groupes, les T4 et les T8. Petit rappel, au niveau de... c'est pas comme ça que je voulais faire.
Voilà, hop. Donc, au niveau de la notation, on peut parler des LT4 ou des LTCD4. CD4 parce qu'en fait, c'est l'une des différences entre ces deux lymphocytes, c'est qu'à la surface des lymphocytes T4, il y a un petit récepteur qu'on a nommé récepteur CD4. Et à la surface du lymphocyte T8, il y a un petit récepteur qui s'appelle le récepteur CD8. Voilà. Donc, si vous voyez l'une des deux notations, ne vous inquiétez pas, ça correspond à la même chose. Vous avez ce très grand schéma bilan. Je vous rappelle que sur ma chaîne, vous pouvez retrouver un PowerPoint interactif avec tout ce schéma bilan. J'y ai intégré des petites cases, des petits zooms pour pouvoir détailler certains aspects de la réponse adaptative si vous n'avez pas compris certains détails. Donc, allez voir sur ma chaîne le diaporama interactif sur l'immunologie. Donc, on a notre cellule présentatrice d'antigènes qui a repéré un élément étranger, qui l'a phagocyté et qui a donc détruit ce virus, cette bactérie, cette cellule cancéreuse ou alors des débris tissulaires. On va se concentrer ici sur un virus. Voilà, totalement choisi au hasard, d'accord? Donc, des débris qui ont été phagocytés. Et une partie de ces éléments étrangers phagocytés vont être placés au niveau d'une molécule très importante, le CMH, complexe majeur d'histocompatibilité, et va être présenté aux lymphocytes T. Les lymphocytes T, eux, T4, pardon, ils ont un rôle primordial puisqu'ils jouent un rôle de chef d'orchestre de la réponse adaptative. C'est-à-dire qu'une fois que la cellule dendritique CPA, cellule présentatrice d'antigènes, est en contact avec un lymphocyte T4 qui présente un récepteur adapté, eh bien celui-ci va s'auto-activer, va s'appeler lymphocyte T auxiliaire et il va avoir comme fonction de sécréter une substance qu'on va classer dans la famille des cytokines particulière qu'on appelle l'interleukine 2 pour IL2. Je l'ai déjà dit à mes élèves, ceux qui iront en médecine, en BCPST ou qui poursuivront en biologie, vous aurez avec joie à apprendre toutes les autres interleukines. Parce que s'il y a deux, c'est qu'il y en a beaucoup plus. D'accord? Vous verrez ça. L'interleukine 2, une fois qu'elle est captée par un lymphocyte B qui a lui aussi rencontré un antigène étranger ou un lymphocyte T8, eh bien, ça va leur permettre de s'activer. Le lymphocyte B, une fois qu'il entre en contact avec cette interleukine 2, le lymphocyte T8 aussi, ils vont tout d'abord rentrer en mitose. Ah, j'éteins mon téléphone. Il va tout d'abord rentrer en mitose et se spécialiser. Le lymphocyte B, comme je vous l'ai présenté ici, se spécialise en plasmocyte, un producteur d'anticorps, et les lymphocytes T8 en lymphocytes cytotoxiques. Cyto, c'est la cellule, et toxique, qui va la tuer. Donc, on a d'un côté le plasmocyte, producteur d'anticorps, qui va participer à la voie humorale de la réponse adaptative, et on a le lymphocyte T cytotoxique, qui va, par le baiser de la mort, éliminer les cellules infectées par des virus, et donc ici c'est plutôt la voie cellulaire qui est engagée. Quoi d'autre pour les petits rappels? Si, on en a parlé, produit par les plasmocytes à une vitesse faramineuse, autour d'1 millier d'anticorps produits par seconde par un seul lymphocyte, lymphocyte plasmocyte. Donc la structure de l'anticorps, je vous la remets là, toujours la forme en Y, 4 chaînes, 2 chaînes légères que je vous ai mis en bleu et 2 chaînes lourdes ici en rouge, avec des parties variables, les extrémités des 2 chaînes ici et le site de fixation de part et d'autre. Donc de cette façon, on imagine que notre virus ici
présente l'une de ces protéines globuleuses rouges qui se trouvent là, va être reconnue par l'extrémité de cet anticorps-là. Peut-être qu'un autre anticorps produit par un autre plasmocyte pourrait reconnaître, je ne sais pas, plutôt cette protéine-là, qui est plutôt, j'allais dire fibreuse, mais ce n'est pas ça, le petit trait rouge. D'accord? Voilà. Des questions? Non? Pas de questions? On peut donc passer à la suite. Alors, j'ai fini les rappels. J'espère que vous avez tout bien en tête. Sinon, je vous rappelle qu'il y a les autres vidéos qui sont disponibles. On va maintenant s'intéresser à une partie qui s'appelle donc le phénotype immunitaire. Je vous l'ai mis, la définition. Ça correspond à l'ensemble des cellules et des récepteurs de nos fameux lymphocytes que présente un individu à un moment donné de sa vie. Et ça, c'est très important. Parce qu'on va voir au cours de cette vidéo que nous ne possédons pas déjà tous les mêmes lymphocytes entre nous, et qu'ensuite, à chaque moment de notre vie, au cours de notre histoire et des éléments étrangers qu'on va rencontrer, on ne va pas avoir le même pool, les mêmes lots de lymphocytes. On va redétailler ça ensemble. Alors, déjà, vous vous souvenez que lors d'une première infection, ou alors ici dans cette expérience, lors d'une première injection d'un antigène, eh bien, on a le taux d'anticorps dans le sang qui va augmenter. Augmenter avec un certain délai, puisque la réponse adaptative, elle met plusieurs jours à se mettre en place, autour de 4 à 5 jours avant que nos cellules soient entrées en mitose, soient différenciées et se mettent en action. Donc, 4 à 5 jours pour que nos plasmocytes se mettent à fabriquer les anticorps. Production d'anticorps, élimination progressive de l'élément étranger et retour à une quantité extrêmement faible. Mais, et c'est là que c'est intéressant et important, lorsqu'on va rencontrer pour la deuxième fois le même antigène porté par le même élément étranger, eh bien à ce moment-là, la réponse de l'organisme, la production d'anticorps ici, elle est beaucoup plus rapide. Vous voyez la différence entre là et là, quasiment instantanée. Et ensuite, elle est beaucoup plus importante. Et comment on peut expliquer que finalement, au moment de la deuxième rencontre, on a un système immunitaire qui soit plus efficace? Eh bien, c'est parce que au moment de la première rencontre avec l'élément étranger, eh bien, il s'est mis en place des cellules dites mémoire. Donc, on a sur ce schéma la sélection clonale qui est effectuée. Vous voyez que ici, le lymphocyte vert, il présente les anticorps membranaires qui sont adaptés parce qu'ils reconnaissent l'élément étranger, ce petit fragment, cet antigène rouge. Et donc, au moment de l'amplification clonale, une partie seulement va se différencier. Et le reste, ça va donner, comme je vous l'ai mis ici, des lymphocytes B mémoire, qui vont avoir comme particularité d'avoir une très longue durée de vie. De plusieurs années, voire même plusieurs dizaines d'années. Et donc, il se met en place une mémoire immunitaire. Et de cette façon, une fois que l'organisme se retrouvera, encore une fois, en contact avec cet élément étranger, eh bien, la reconnaissance des antigènes ici, les petites boules rouges, eh bien, va se faire très rapidement. Et surtout, la réponse, l'activation des lymphocytes va se faire tout de suite, puisqu'il y a déjà un lot, il y a déjà un pool de lymphocytes prêts à l'attaque. Et donc, c'est pour ça que ces lymphocytes B mémoire vont très rapidement rentrer en mitose de nouveau, et de nouveau, une partie du stock va être conservée comme des lymphocytes mémoire, et une autre va se différencier en plasmocytes. Et ce qui explique justement le fait que la seconde réponse, la réponse secondaire, elle va être beaucoup plus rapide et efficace. À tel point que finalement, généralement, on ne tombe pas malade. On n'a pas de symptômes à ce moment-là. Donc, il y a conservation d'une mémoire via ces différents lymphocytes. Alors là, je vous ai mis des lymphocytes B.
Mais bien sûr, il existe aussi des lymphocytes T4 mémoire et des T8 mémoire. Et les lymphocytes qui sont mémoire, ils ne sont pas différenciés. D'accord? Donc c'est vraiment des T4, des T8 et des B. Et pas les auxiliaires, les cytotoxiques et les plasmocytes. D'accord? Donc ça c'est ce qui se passe dans notre organisme. D'accord? C'est ce qui va faire que, par exemple, la varicelle, on va ne l'attraper qu'une fois. Parce que le virus de la varicelle va déclencher chez notre organisme cette réponse-là. Il va y avoir production de lymphocytes mémoire. Et comme ça, quand on rencontre de nouveau le virus de la varicelle, eh bien, on a tout de suite une réponse. D'accord? Cas particulier ensuite avec le zona, mais j'en parle pas ici. Et donc ce principe, il va être finalement utilisé lors de la vaccination. Hop là! Alors, diapositive que vous avez peut-être déjà vu dans les précédents lives, parce que je trouve que ce schéma de l'INPES est vraiment vachement bien. Les vaccins. Donc vous vous souvenez, ce sont soit des injections, soit ça peut être aussi une prise orale dans certains cas. Dans un vaccin, il y a soit un agent infectieux vivant mais atténué. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir détruire les cellules et donc déclencher des symptômes ou une maladie. D'accord? Pas infecté. Soit un agent infectieux mais tué, celui-ci, ou alors même des antigènes purifiés. C'est-à-dire que l'élément étranger est complètement, j'allais dire, il est complètement détruit et on ne récupère que les antigènes. En fait, maintenant, c'est plus comme ça qu'on les produit. C'est qu'on va analyser l'élément étranger et on va produire les antigènes. Mais à ce moment-là, il n'y a dans le vaccin que vraiment des fragments. Donc là, une fois que l'on va injecter cet élément ces éléments étrangers, donc sous forme d'un agent infectieux atténué, tué ou alors juste des petits morceaux, on est à cette étape-là. On fait l'injection et donc notre système immunitaire réagit et détruit. Alors là, il va détruire finalement un truc qui n'est pas grave, d'accord, qui est sans conséquence. Mais il va y avoir mise en place d'une mémoire immunitaire dirigée contre ces antigènes, contre cet élément atténué ou contre cet élément mort. Et ensuite, une fois que cette fois-ci le vrai élément étranger va pénétrer dans notre organisme, eh bien, on aura déjà mis en place une mémoire immunitaire et donc il n'aura pas le temps de se développer et de nous infecter. Il sera très rapidement détruit. Donc, c'est ce que je vous ai mis ici. Et une chose importante à savoir, c'est que au fur et à mesure des années, des avancées technologiques dans le domaine de la vaccination, on a réussi à atténuer de façon de plus en plus efficace, à tuer ou alors à purifier les antigènes de mieux en mieux, rendant les vaccins le plus sûr possible. D'accord? Jamais sûr à 100%, mais vraiment le, le, taux d'effet secondaire est vraiment extrêmement faible. Ou en tout cas, on ne peut pas développer les symptômes et la maladie de l'élément étranger. Bref, mais en contrepartie de cette augmentation de la technologie médicale, eh bien en fait, ces éléments infectés dans le vaccin, ils déclenchaient de moins en moins bien la réponse immunitaire, la réponse innée. Et le problème, c'est que si on a une petite réponse innée, eh ben, on a un petit peu de réponse adaptative qui va se faire et on a une petite mémoire immunitaire, ce qui n'est pas suffisant. Donc, l'idée qui a été trouvée, c'est d'ajouter au vaccin ce qu'on appelle des adjuvants. Et un adjuvant, c'est une molécule qui ne va avoir pour intérêt que de stimuler la réponse innée. D'accord? Donc on met un élément contre lequel notre système immunitaire va réagir
pour qu'il y ait un grand nombre de phagocytoses. Et parmi les phagocytoses de la stimulation via l'adjuvant, nos éléments seront phagocytés. D'accord? Donc l'adjuvant, c'est très décrié par certaines personnes qu'on dit anti-vax, anti-vaccin. Renseignez-vous avant de dire comme eux beaucoup de bêtises. D'accord? Mais c'est un élément indispensable maintenant à la vaccination. Quelques chiffres pour reparler de la vaccination. Des graphiques que j'ai trouvés sur le site de la Théière Cosmique, qui est vraiment un site de vulgarisation scientifique vachement bien, que j'apprécie beaucoup. Donc ici, le cas de la coqueluche, pertussis, aux États-Unis, et on voit bien que dès la commercialisation du vaccin, on a un nombre de coqueluches qui chute et qui tourne aux alentours de 0 actuellement. Toujours sur la coqueluche, un exemple que j'aime bien, qui est très parlant. Cette fois-ci, c'est en Angleterre et c'est le Pays de Galles. Donc on a introduction de vaccin, chute, et on a eu un moment, une recrudescence de la coqueluche. Et cette recrudescence, elle s'explique parce que, vous le voyez ici en pointillé, c'est ce qu'on appelle la couverture vaccinale. C'est le pourcentage de personnes vaccinées dans une population. Et dans les années, on va dire, autour de 75-80, il y a eu un nombre de personnes vaccinées beaucoup moindre. Et vous voyez que ça a engendré une augmentation des pics. Et une fois que la couverture vaccinale s'est mise à augmenter, le nombre de personnes protégées étant beaucoup plus importante, ça a permis de permettre la régression de la coqueluche dans ces régions-là. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un point qui est très important dans le programme de terminale, mais beaucoup plus intensifié dans le programme de première spé. C'est cette idée de couverture vaccinale. Hein. Plus la couverture vaccinale est importante, moins l'élément étranger peut circuler, et donc ça permet une protection de la population. Hein. On est ici sur l'idée de la protection individuelle, moi, individu qui me vaccine, qui tient mon calendrier de vaccination à jour, eh bien, je me protège moi, mais je protège aussi de façon collective. D'accord ? Je vous le remets ici, le calendrier vaccinal. C'est toujours bien de faire attention, savoir où on en est. Et puis, vous êtes maintenant dans des classes à enjeu. Hein, la classe de première, la classe de terminale. L'année prochaine, ce sera pire. Donc, par exemple, le vaccin de la grippe, ici, il est conseillé pour les personnes âgées, mais quand on passe le bac, ou alors quand on va en post-bac passer des concours, ce serait dommage de louper une semaine de cours et de révision et de travail juste parce qu'on a chopé la grippe. D'accord ? Donc c'est un vaccin qui coûte très peu cher. Pensez à vous vacciner tous les ans. Et de cette façon, protection individuelle, mais aussi protection collective. Voilà, on a terminé. Là, je vous ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur cette première idée, qui est la mémoire immunitaire, phénomène physiologique qui se met en place naturellement dans notre organisme, et comment l'homme a réussi à utiliser à son profit cette mémoire immunitaire dans le cadre de la vaccination. On va maintenant parler d'un élément étranger, d'un virus pour lequel, pour le coup, on n'a pas de vaccin. C'est ici le VIH. Alors, on va parler de VIH, on va parler de SIDA, et on va d'abord commencer par voir de quoi il s'agit. Hein. Première chose, très importante, c'est que, je vous l'ai mis ici, VIH, virus de l'immunodéficience humaine. C'est-à-dire que c'est vraiment le virus qui infecte les cellules de notre organisme. Alors que ce qu'on appelle le sida, c'est le syndrome de l'immunodéficience acquise. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est la maladie qui va se développer à cause du VIH. D'accord ?
J'aime pas trop le dire comme ça, mais je sais qu'en général, vous comprenez bien. Et donc, quand on dit qu'une personne a le sida, ça veut certes dire qu'elle est infectée, mais ça veut surtout dire qu'elle est à un stade avancé de l'infection. D'accord? Et des cas qui sont heureusement aujourd'hui de plus en plus rares, on va y revenir. Alors, je vous remets ici le cycle du VIH. Le VIH, c'est un virus comme il y en a beaucoup. D'accord? Il n'a pas de très très grande particularité, à part une seule, c'est que finalement, sa cellule cible, les cellules qu'ils vont infecter, ce sont des lymphocytes T4. Donc, par certaines protéines qui se trouvent à sa surface, qu'on appelle des GP120, les GP120 vont se fixer au fameux récepteur CD4 dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pour ça que j'insistais un petit peu. Et une fois qu'il y a cette fixation qui se fait, eh bien, la cellule va laisser entrer le virus. Le virus va la capsule qui entoure ici en bleu et en orange, va s'ouvrir et va libérer son matériel génétique. Alors, comme beaucoup de virus, le VIH, lui, il a de l'ARN comme matériel génétique. Donc, il va apporter avec lui une protéine qui s'appelle la transcriptase inverse et qui va passer de l'ARN viral à de l'ADN. Et l'ADN ensuite va s'intégrer au génome de notre lymphocyte T4 et notre lymphocyte T4 n'y pourra rien, il va se mettre à transcrire, à traduire, à empaqueter et finalement à produire d'autres virus du VIH qu'on va appeler des virions. Et donc, notre cellule ne va finalement faire plus que ça. Mais vous vous souvenez que, hop là, notre lymphocyte T4, il joue un rôle primordial dans la réponse immunitaire. Et donc, si notre lymphocyte T, celui-là, là, il n'est plus là, et bien finalement, il n'y a plus de production de l'IL2. Oh, je suis vachement sombre sur l'image. Oh, tant pis. Il n'y a plus de production de l'IL2 et donc le système immunitaire va s'effondrer. D'accord? Plus de stimulation des plasmocytes, plus de stimulation des LB en plasmocytes, des LT8 en cytotoxiques. D'accord? Donc là, c'est la merde immunitaire. Comment tout ça se passe? En 3 phases importantes. La première, c'est d'abord l'infection, qu'on appelle la primo-infection. Donc, les lymphocytes T4 sont infectés, ils vont mourir en grande quantité, et on a ici la charge virale, la quantité de virus dans le plasma sanguin qui va augmenter. Normal, nos lymphocytes T4, ils produisent des virions. Mais au bout de 4 à 5 jours, il y a quand même une réponse adaptative qui se met en place et qui va détruire le virus. Sauf que vous voyez que la destruction, elle n'est pas totale. Il y a encore des virus qui vont, du génome viral plutôt, qui va se tapir dans certains îlots, cherchant encore un petit peu de mal à comprendre comment le virus arrive à se cacher comme ça dans certaines cellules, mais c'est le cas. Et on a nos lymphocytes T4 qui remontent. Et à ce moment-là, on passe dans la phase asymptomatique, c'est-à-dire la phase sans aucun symptôme, qui peut être très longue, qui dure plusieurs années et si on prend un traitement, qui va durer plusieurs dizaines d'années. Et pendant ce temps-là, il y a très progressivement une diminution du taux de lymphocytes T4. C'est pour ça que les personnes qui sont VIH positifs, ils font très régulièrement des prises de sang et on leur dose, on leur mesure la quantité de lymphocytes TCD4 qu'ils présentent. Et arrive un moment où le taux, la quantité de lymphocytes TCD4 est trop faible et à ce moment-là, le virus réexplose et se met à être produit en grande quantité. En contrepartie, effondrement des lymphocytes T4. Vous voyez qu'il y a un effondrement des lymphocytes cytotoxiques aussi, puisqu'ils ne sont pas stimulés.
Les anticorps, eux, ils continuent de circuler en partie. Et là, on est dans la phase symptomatique, qu'on appelle, je vous l'ai mis, la phase SIDA. Et donc, une fois que le SIDA est déclaré, eh bien, étant donné que le système immunitaire est devenu extrêmement faible, voire même inexistant, les patients vont contracter ce qu'on appelle des maladies opportunistes, des éléments pathogènes qui profitent d'un système immunitaire défaillant, qu'on appelle une immunodéficience. On est défaillant, on a un système immunitaire qui est défaillant pour infecter. Et donc, il y a une certaine liste établie par les chercheurs et les médecins de maladies opportunistes qui permet d'établir un peu à quel stade on en est du sida. Voilà un petit peu comment ça se passe, comment se déroule l'infection. Alors, plusieurs choses à savoir. Déjà, les modes de contamination. Trop de personnes, encore aujourd'hui, pensent que c'est un virus qui va se transmettre par la salive. Alors, je le répète, non, pas du tout. Les modes de transmission se font par des rapports sexuels qui sont non protégés. Je détaille à chaque fois, mais les rapports vaginaux, anaux, bucogénitaux. Le contact entre les sexes ou entre les muqueuses intimes permet un passage du virus. Les échanges de sang, alors même si maintenant le don de sang par exemple est extrêmement contrôlé, les échanges de sang par des échanges de seringues ou des choses comme ça est une voie de transmission. Et bien sûr, la voie de transmission materno-fétale, qui finalement, maintenant qu'il y a des traitements qui sont très efficaces, est un mode de contamination assez faible en proportion. Parce qu'il y a des médicaments qui permettent de faire barrière. Pour faire barrière, justement, bonne transition, les moyens de prévention. Alors, on ne reviendra jamais assez, mais le moyen de prévention les plus efficaces, ce sont les préservatifs masculins et féminins. Et il y a depuis quelques années un traitement un peu particulier qui s'appelle la PrEP, qui permet de protéger les personnes séronégatives, enfin les personnes séronégatives. Pour traiter, on a un traitement qui s'appelle la trithérapie et qui s'est allégé au cours des générations. Avant, c'était énormément de cachets avec des gros effets secondaires. Maintenant, c'est beaucoup plus facile à vivre et beaucoup plus gérable. Et alors, où va agir cette trithérapie? Il y a notamment certaines molécules qui vont agir sur cette fameuse, je vous en ai parlé tout à l'heure, cette transcriptase inverse et qui va venir la bloquer. C'est-à-dire que le VIH va pouvoir rentrer dans les cellules, mais l'ARN ne va pas pouvoir être rétrotranscrit en ADN. Et donc à ce moment-là, pas d'intégration dans le génome et donc cet ARN il va se perdre dans le cytoplasme et il va être très rapidement dégradé par des ARNases, des enzymes qui dégradent l'ARN. Donc, c'est l'une des actions, il y en a d'autres, mais je ne vais pas les développer ici. Et bien sûr, encore une fois, quand on parle de responsabilité individuelle et collective, eh bien on a le dépistage. Parce que si chaque individu se dépiste régulièrement, qu'il est au courant d'une potentielle infection, il va mettre en place des moyens de protection. Et donc, on évite ainsi à ce virus de se propager dans la population. Une action individuelle permet une protection collective ou en tout cas d'endiguer la propagation d'un élément étranger. Je vous rappelle qu'il est anonyme, rapide et gratuit. Vous pouvez aller dans des centres spécialisés, vous pouvez trouver les adresses, les horaires sur Internet et vous avez aussi à disposition des autotests qui se trouvent en pharmacie. Là, pour le coup, ce n'est pas gratuit et je vous avais fait 2 vidéos sur les flash tests sur ma chaîne que vous pouvez retrouver. Voilà. Et élément intéressant à garder en tête,
Les jeunes de 20 ans qui découvrent leur maladie, j'aurais pas dû mettre maladie, j'aurais dû mettre leur, je peux le changer, ouais, leur alors allez, infection. Voilà, j'enregistre pour la prochaine fois. Leurs infections aujourd'hui peuvent espérer vivre jusqu'à 70 ans, c'est-à-dire quasiment, on n'est pas loin de l'espérance de vie actuelle en France. D'accord? Donc c'est très très encourageant pour les personnes atteintes du VIH. Voilà, donc j'en ai terminé sur cette deuxième partie, sur le VIH, la distinction avec le sida, avec tout cet esprit d'éducation à la santé qui est très important dans le programme des SVT, mais qui est aussi très important dans la vie tous les jours, et puis pour les futurs citoyens que vous serez, que vous êtes déjà pour certains. Maintenant, on va parler de ce fameux phénotype immunitaire et notamment de la mise en place des récepteurs, des TCR à la surface des lymphocytes T ou alors de ces fameux anticorps. Si on reprend la structure d'un anticorps, je pourrais faire la même chose pour le TCR, mais pour l'anticorps, c'est assez facile et assez illustré, documenté. Donc, on a dit qu'il y avait ici des parties qui étaient variables. D'accord? Sauf que je vous rappelle qu'un anticorps, c'est une protéine. Donc, qui dit protéine dit ARN, qui dit ARN dit gène en amont. Mais étant donné que nos anticorps, eh bien, ils peuvent détecter en théorie une infinité d'antigènes. On peut se défendre contre n'importe quel élément pathogène. Le souci et le paradoxe qui existe, c'est qu'on ne présente pas une infinité de gènes. Je vous rappelle que le génome humain, on est autour de 25 à 30 000 gènes. Certaines publications disent encore un petit peu moins. Donc là, il y a un truc qui coince. Comment on peut avoir une infinité de possibilités de production d'anticorps alors que le nombre de gènes, lui, est bien fini et déterminé? Eh bien, tout ça est possible parce que au moment de la fabrication des lymphocytes B, il y a une étape de recombinaison génétique. Je vais vous expliquer tout ça et je vais vous expliquer tout ça à l'aide d'une animation que j'ai trouvée sur le site de Sylvie Jean Cazès. J'espère que j'écorche pas ton nom, Sylvie, qui est une collègue. Alors, je le charge, je vous mettrai le lien dans la description, le lien de son animation. Alors, ça vient. Hop là. Voilà. Alors, est-ce que je peux réduire un peu? J'espère que vous verrez tout. Bon, alors, donc ça, ici, c'est un morceau de notre génome, du génome de toutes les cellules et en particulier de toutes les cellules qui vont plus tard donner un lymphocyte B. Et il présente certaines régions avec des fragments particuliers. On a le fragment V qui est présent, vous voyez, il y a 150 versions du fragment V qui se trouve sur le chromosome. On a le fragment D qui est présent, lui, en 30 petits fragments. On a le fragment J et ensuite on a la partie C qui est la partie constante. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, au cours de la maturation de notre lymphocyte, eh bien, il va y avoir une partie V, une partie D et une partie J qui va être sélectionnée au hasard. Et donc là, vous voyez, c'est là, j'ai choisi au hasard, la V37, la D12, là, j'ai choisi J ou pas. Voilà, la J5 et la partie constante qui va rester. Ces 4 morceaux vont s'assembler et vont donner la partie variable, ici, de notre anticorps. Bien sûr, similaire de l'autre côté. Alors, bien sûr, il va y avoir tout un tas de combinaisons qui va être possible. Et vous voyez qu'à chaque fois, la partie variable
peut repérer un antigène qui est schématisé ici, différent. D'accord? En fonction de la combinaison. Donc c'est vraiment cette étape de recombinaison génétique qui va avoir lieu. Alors, en vrai, c'est encore plus complexe que ça. Mais dans le programme, on ne s'attarde pas trop. Hein. Si vous allez sur YouTube et que vous tapez VDJ recombinaison, vous aurez vachement de détails là-dessus. Donc voilà, cette étape de recombinaison très importante. Et si on le regarde dans un schéma entier, on a ici, hein, comme je vous l'ai expliqué, nos différents segments, hein, VJC pour la chaîne légère, VDJC pour la chaîne lourde, et donc l'assemblage d'une chaîne légère produite par une recombinaison au hasard en face d'une chaîne lourde, elle aussi produite au hasard, ça va augmenter le taux de possibilité. D'accord? Donc c'est pour ça que finalement, à la fin, on obtient un nombre de récepteurs possibles qui est vraiment très 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 important. Donc ça se passe dans les cellules qui sont fabriquées. Petit résumé sur la production des lymphocytes. Je vous rappelle que toutes les cellules sanguines, donc les, les lymphocytes du système immunitaire, tout ce qui est nos monocytes, macrophages, cellules dendritiques, granulocytes, les hématies, et aussi les plaquettes, qu'on met un petit peu à part, tout ça, c'est produit dans la moelle osseuse des os. Pas la moelle épinière, attention, la moelle osseuse, l'intérieur des os, et notamment l'intérieur des os longs et des os plats. Ok, particularité. Donc, c'est là que vont être produits nos lymphocytes dans la moelle osseuse. Et c'est donc dans la moelle osseuse qu'il va y avoir la recombinaison de nos lymphocytes B. Et c'est dans la moelle osseuse qu'il va y avoir la recombinaison de nos lymphocytes T, hein, qui va permettre de produire leur récepteur, le TCR, T-cell receptor. Tout ça se passe dans la moelle osseuse. Après, petite différence, on a les lymphocytes B qui, eux, vont rester dans la moelle osseuse pour attendez, tac. Voilà. Ils vont rester dans la moelle osseuse pour la partie élimination des autoréactifs. Je vous explique tout de suite. Les lymphocytes T, eux, vont être produits et ensuite ils vont migrer dans le thymus. C'est un organe qui se trouve derrière le sternum et qui va permettre la maturation de ces cellules. Je vous explique ce qui se passe. Donc, on a un répertoire de lymphocytes T, je vous l'ai mis ici, hein, estimé à 10 puissance 12, genre pharaonique, qui est produit. C'est-à-dire que, en théorie, ces cellules peuvent reconnaître n'importe quel élément. Sauf que, il ne faut pas que nos lymphocytes ils puissent reconnaître et se diriger contre les molécules de notre organisme. D'accord? Parce que pour le coup, ce serait con. Hein? Et donc, il va y avoir dans la moelle osseuse pour les LB et dans le thymus pour les lymphocytes T, cette partie d'élimination. C'est-à-dire qu'il va être présenté aux lymphocytes les éléments du soi, c'est-à-dire les molécules, les protéines qui vont être produites par l'organisme. Et à ce moment-là, si ça match, c'est-à-dire que s'il y a un lymphocyte qui réagit et qui commence à s'activer quand on lui présente par exemple de l'insuline humaine, et bien à ce moment-là, il y a tout un processus biologique qui va conduire à sa destruction. Et donc, vont être détruits les lymphocytes autoréactifs. Les lymphocytes qui vont réagir, qui vont reconnaître les éléments, les molécules de l'organisme. D'accord? Et donc, dans toutes ces combinaisons, ces 10 puissance 12, il y en a une grande partie qui sont éliminées.
Et ensuite, le reste, ceux qui peuvent reconnaître un élément étranger mais qui ne reconnaissent pas les éléments de notre organisme, les molécules de notre organisme, on va dire qu'ils sont immunocompétents. Et les lymphocytes immunocompétents, seulement eux, normalement, vont être libérés dans la circulation et vont ensuite aller se stocker dans les organes lymphoïdes secondaires, dans les OLS. Voilà. Donc, notre organisme produit au hasard tout un tas de récepteurs pour les cellules. Il y a un tri qui est fait pour éviter que notre organisme soit détruit par ses propres cellules. Est-ce que j'ai tout dit? Ouais, bah ouais, je pense. Ça a l'air pas trop mal. J'enregistre toujours? Oui, ça a l'air d'aller. Donc finalement, si on reprend l'évolution de ce fameux phénotype immunitaire, de ce répertoire de cellules et de molécules, eh bien, on a tout d'abord la production. Je vous ai mis ici, il y a production, tout un tas de lymphocytes qui sont très différents les uns des autres puisqu'ils présentent, via ce remaniement génétique, des récepteurs différents. Maturation, et certains, comme vous voyez par ici, par exemple l'orange et le jaune, sont autoréactifs. Ils ont réagi et se sont activés ou préactivés en face d'une molécule du soi. Ils sont éliminés. Donc on a dans notre organisme différents lymphocytes. On a les bleus, les gris, les noirs, les verts et les rouges. Sauf que nous rencontrons un élément étranger qui présente un antigène dit A. Donc, activation, multiplication, développement d'une mémoire immunitaire, on va se retrouver avec des bleus, des gris, des noirs et pas mal de verts mémoire et des rouges. Ensuite, on se fait vacciner. Donc pareil, développement d'une immunité mémoire dirigée contre un antigène qu'on va dire B. Et on va se retrouver ici avec un pool, avec un lot, un ensemble de lymphocytes qui va être différent d'avant la vaccination. D'accord? Et donc vous voyez qu'on a finalement toute cette diversité qui est produite initialement et à un instant de la vie, c'est pour ça que j'insistais au tout début sur l'idée de à un instant de la vie, on a ce répertoire-là. Et donc finalement, au début de la vie, on a surtout des lymphocytes qui sont naïfs, qui n'ont pas rencontré d'antigène. Et plus on vieillit, et plus cet ensemble de lymphocytes naïfs est réduit, en proportion bien sûr, et on a de plus en plus de lymphocytes mémoire qui vont circuler parce qu'on a rencontré des éléments étrangers, parce qu'on s'est fait vacciner régulièrement, on a fait ses rappels comme il faut, et donc tout ça, ça va faire évoluer notre répertoire, notre phénotype immunitaire. Voilà, j'ai terminé sur cette autre partie sur le répertoire immunitaire. Je voulais juste faire un petit point avec vous donc, sur ce qu'on a vu. Ça, je vous affiche ici le programme officiel de Terminal S de cette dernière année. Donc on a bien vu tout ce qui était histoire de lymphocytes, de cellules mémoire à longue durée de vie, la mémoire immunitaire, etc. L'utilisation dans le cadre de la vaccination qui déclenche une mémorisation. Je vous ai bien parlé des adjuvants dans les vaccins qui est indispensable, on l'a bien remis ici, les IPR. Et on a parlé du phénotype immunitaire avec la production aléatoire de lymphocytes naïfs. Vous voyez, on a bien revu tout ça ensemble. En ce qui concerne le programme de SPE, je vous avais dit qu'il était un petit peu plus chargé parce qu'il y a surtout certaines parties qui sont plus développées. Donc, ça ne se présente pas dans le même ordre. On a tout d'abord de rédiger cette idée de paradoxe entre le nombre de gènes possibles et le nombre de lymphocytes et de récepteurs, possible grâce à la recombinaison de gènes et à des mécanismes aléatoires. On a aussi une première sélection qui élimine
les incompatibles avec le soi, hein, élimination des autoréactifs, l'immunité mémoire, évidemment, et une grosse partie sur ici la vaccination. Donc, de la même façon, la vaccination, l'adjuvant qui déclenche la réponse innée indispensable. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Elle peut être appliquée à tout âge, c'est vrai que c'est quelque chose, je ne l'ai pas dit, mais on insiste dans le nouveau programme. Et après, toujours cette histoire de couverture vaccinale. Plus le nombre d'individus dans une population est vacciné contre un élément étranger, moins celui-ci va pouvoir se propager. Il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, qui est au programme de première SPSVT, c'est l'immunothérapie, les vaccins thérapeutiques, les anticorps monoclonaux et autres. Ça, ce sera pour une prochaine fois. Vous n'avez pas de questions. Moi, j'ai juste un dernier truc à vous dire. Un petit peu de publicité. Je vous rappelle, si vous êtes là, c'est que vous êtes tombé sur ma chaîne. Il y a des vidéos live pour réviser le programme du bac. Je ferai à la fin de l'année, une fois que le confinement sera terminé, des vidéos pour réviser le baccalauréat, pour réviser les E3C. Je vais essayer de trouver du temps pour faire tout ça. N'oubliez pas Instagram pour vous tenir au courant de tout ça. Et deux copains sur Instagram, Madame SVT, qui est une collègue de Brest qui fait plein de vidéos en ce moment. Elle a le temps et elle profite bien du confinement pour faire plein de vidéos collège et lycée. Donc allez-y, c'est vachement bien. Et Anto SVT qui a aussi une chaîne YouTube et qui est, je trouve, plus présent sur Instagram avec beaucoup d'actu. Actu sur en ce moment beaucoup le coronavirus, actu scientifique, etc. Donc suivez ces deux collègues qui sont sur Instagram et sur YouTube et que j'apprécie beaucoup. Sur ce, eh bien, je suis encore une fois très déçu de ne pas pouvoir avoir eu cet échange, cette interaction ensemble. On fait avec, on s'adapte et surtout on reste chez soi. Et moi, il va falloir que j'allume un peu la lumière parce que là, il commence à faire sombre. Je vous dis à très bientôt, que ce soit sur la chaîne, sur Insta ou alors en vrai. Salut!